Le rugissement des réacteurs faisait trembler le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le Aurelien One, le nouveau bijou de Lenoir Aéronautique, brillait sous le soleil du matin, prêt à décoller. Son fuselage poli reflétait la lumière avec la perfection d'un miroir. Près du hangar, Léo Berger, un grand homme aux épaules solides, poussait son chariot de nettoyage. Mais soudain, il s'arrêta net. Quelque chose n'allait pas. Sous l'aile droite, une lueur huileuse, trop brillante, trop uniforme. Son instinct d'ancien mécanicien se réveilla. Sur l'escalier menant à l'appareil, Serena Lenoir, PDG de l'entreprise, observait la scène. Dans sa robe carmin, le regard froid, elle était l'incarnation du pouvoir. « Vous n'avez rien à faire ici », lança-t-elle d'un ton sec, sa voix tranchant à travers le vacarme des moteurs. Mais à cet instant, une alarme stridente déchira l'air. Une odeur âcre de carburant brûlé s'étendit. Les techniciens hésitèrent, les cadres crièrent des ordres contradictoires, et lui, le simple agent d'entretien, jeta son chariot de côté et courut vers la fumée. Il glissa sous l'aile, attrapa un extincteur et, d'un geste précis, activa la vanne d'urgence. Une flamme jaillit, puis s'éteignit sous la mousse blanche. En quelques secondes, la catastrophe fut évitée. En haut de la passerelle, Serena resta figée, bouche entr'ouverte. Tout s'était passé trop vite. Les caméras, venues filmer la présentation du jet pour les investisseurs, captèrent chaque image, la fuite, le feu, et cet homme en bleu de travail qui sauva tout. Quelques heures plus tard, la tour de Lenoir Aéronautique se dressait au cœur du quartier d'affaires de Paris-La Défense, symbole du luxe et de la précision française. Serena Lenoir, 34 ans, avait hérité de l'empire familial, 3 générations de génie aéronautique condensées dans une seule devise. Valeur égale performance plus image. Elle dirigeait avec une rigueur militaire. Son café était noir, son arrivée au bureau toujours à 6h45, plus tôt que quiconque. À ses côtés, Charles Rodin, directeur financier, 42 ans, calculait le monde en chiffres. Là où Serena exigeait la perfection, lui exigeait le profit. Mais dans les sous-sols du siège, Léo Berger nettoyait les couloirs sans un mot. À 36 ans, il travaillait désormais là où personne ne regardait. Autrefois, il ajustait les instruments des avions de chasse avant qu'une erreur de calcul ne coûte la vie à 2 pilotes. Il avait été blanchi, mais pas lavé de sa propre culpabilité. Son petit appartement à Blagnac ne contenait que 2 trésors, une boîte à outils parfaitement entretenue, et sa fille de 7 ans, Brigitte. Curieuse, vive, passionnée d'aviation, elle construisait des avions en bois et bombardait son père de questions. « Papa, pourquoi tu ne travailles plus sur les vrais avions ?» Il sourit. « Parce que quelqu'un doit s'assurer que tout reste propre pour qu'il puisse voler. » Elle hocha la tête très sérieusement, comme si cela avait du sens absolu. Leur destin se croisa un mardi matin. Serena, venue superviser les contrôles avant la démonstration du jet, aperçut Léo près du hangar réservé. Il observait l'aile droite, concentré. « Sécurité », ordonna-t-elle. Les agents s'approchèrent, mais Léo resta calme. « Je sais reconnaître quand quelque chose n'est pas à sa place », dit-il doucement. Son ton fit hésiter un instant les gardes. Mais Serena trancha net. « Ici, la seule chose qui n'est pas à sa place, c'est vous. » Elle ne savait pas encore que ces mots-là entraient. Le jour où tout faillit s'effondrer commença dans une apparente perfection. Les voyants affichaient vert, les ingénieurs confirmaient, tous les systèmes étaient opérationnels. L'aérodrome de Toulouse vibrait sous l'effervescence du grand test de l'Aurelien One, en présence des représentants de Beaumont Global Transport. Un contrat historique, une vitrine mondiale. Dans la salle de contrôle, Ariane Martel, ingénieure en qualité, fronça les sourcils devant sa tablette. De légères oscillations apparaissaient dans les relevés du réservoir auxiliaire. Insignifiante sur le papier, mais suffisante pour troubler son intuition. Elle appela son supérieur, Olivier Blanc, chef de maintenance. « C'est dans la marge de tolérance, Ariane. On ne va pas retarder le vol pour une fluctuation. » Elle voulut protester, mais son regard croisa celui des caméras, tout devait paraître parfait. En haut, dans la galerie vitrée réservée aux investisseurs, Charles Rodin parlait au téléphone. « Oui, tout se déroule comme prévu. Lenoir Aéronautique prouve encore sa supériorité. » Son ton dégoulinait de fausse assurance. Pendant ce temps, en bas, Léo Berger nettoyait les vitres donnant sur le hangar. Il remarqua une chose étrange, une mince traînée brillante sous l'aile droite, à peine visible, mais trop fluide, trop dense pour être de la condensation. Son cœur se serra. L'odeur du kérosène lui monta au nez, un mélange de métal et de danger. Il s'approcha d'un agent de sécurité. « Écoutez, il y a une fuite. Vous devez. Les incidents passent par la hiérarchie, monsieur. Retournez à votre poste. » Mais déjà les moteurs s'allumaient. Le sol vibrait. Serena, debout sur la passerelle, saluait la presse, sourire maîtrisé. Les caméras tournaient. Le décollage était imminent. Alors Léo bondit. Il franchit la barrière de sécurité, attrapa un extincteur et courut vers l'aile.
Les cris fusaient, arrêtez-le. Mais il ne les entendait plus. Ses gestes redevenaient ceux d'un professionnel, précis, rapide, déterminé. Il s'allongea sous le fuselage, ouvrit la trappe d'urgence et ferma manuellement la vanne d'alimentation. Une flamme jaillit, courte, violente puis s'éteignit dans un nuage de mousse. Silence. Le personnel, pétrifié, observait la scène. Sur la passerelle, Serena resta figée, incapable de parler. Les caméras avaient tout filmé. 6 heures plus tard, la salle du conseil d'administration était plongée dans une tension glaciale. Serena Lenoir, droite dans son fauteuil, fixait l'écran où défilait la vidéo, l'homme, la fuite, le feu, puis le sauvetage. Charles Rodin parlait, implacable. Il faut minimiser. Déclaration officielle, incident technique mineur, procédure standard. Le chef de la sécurité, Philippe Vautrin, posa son dossier. Sans lui, madame, l'appareil aurait explosé. Serena croisa les bras. Son regard était de marbre. Quand Léo entra, escorté, elle ne bougea pas. Il resta debout, immobile, le dos droit. « Vous avez outrepassé vos fonctions », dit-elle d'une voix glacée. Il répondit simplement. « Si j'avais eu tort, vous ne seriez plus là pour me le reprocher. » Un silence lourd tomba. Suspension administrative. Enquête interne. Il hocha la tête, ramassa calmement ses affaires et sortit. Cette nuit-là, Ariane Martel ne put dormir. Elle reprit les données de vol, cherchant un motif, un signe, une explication. Et elle le trouva, 3 jours de fluctuation avant l'incident, toutes ignorées. Quelqu'un avait voulu que cela passe inaperçu. Elle prit une décision risquée. Le lendemain soir, elle retrouva Léo dans le parking d'un supermarché, un sac à la main. Regardez ça. Ce n'était pas un hasard. Il lut les relevés, les courbes, les pressions. Ses yeux changèrent. Vous avez raison. Quelqu'un a trafiqué le système. Alors, que fait-on ? Demanda-t-elle. Il inspira lentement. On va voir celle qui déteste qu'on lui prouve qu'elle a tort. Le lendemain matin, le ciel de Toulouse était couvert, lourd, presque métallique. Dans son bureau du dernier étage, Serena Lenoir tournait les pages d'un rapport sans le lire. Les chiffres se brouillaient. Elle voyait encore le visage de cet homme, celui qu'elle avait humilié avant qu'il ne lui sauve la vie. Elle essaya de se concentrer. Rien à faire. Finalement, elle prit ses clés et quitta la tour. Son chauffeur protesta, « Madame, votre réunion avec le comité. Annulez tout, Pierre. » Elle roula vers la banlieue nord, là où les vitrines brillantes laissaient place aux garages et aux immeubles gris. Devant un petit bâtiment modeste, elle s'arrêta. Une vieille bicyclette rose était appuyée contre le mur. Par la fenêtre, elle aperçut Léo penché auprès d'une fillette aux cheveux clairs. « Regarde, Brigitte, la chaîne doit toujours être bien tendue. Comme les ailes d'un avion quand il décolle. »« Alors, si je pédale plus vite, je vole » demanda-t-elle, les yeux ronds. Il rit doucement. « Pas encore, mais presque. » Serena sourit malgré elle. Ce rire-là, elle ne l'avait jamais entendu dans ses tours de verre. Quand il se retourna et la vit, il ne parut pas surpris. « Vous avez trouvé facilement » demanda-t-il simplement. « J'ai suivi ma conscience » répondit-elle. Brigitte les regarda avec curiosité. « Papa, c'est la dame qui t'a crié dessus à la télé. » Serena resta muette. Léo soupira. « Oui, ma chérie. Mais parfois, les grandes personnes crient avant de comprendre. » Quelques minutes plus tard, ils étaient assis autour d'un café tiède. Serena posa sa tasse. « Monsieur Berger, j'ai revu les enregistrements, les rapports, tout. Vous avez sauvé plus que ma société. » « Je n'ai fait que mon devoir. » Elle hésita. « J'ai besoin de vous. Nous devons inspecter l'ensemble du système avant le prochain vol. » Il secoua la tête. « Je suis suspendu. Et moi, je suis la directrice. Je lève la suspension. » Elle le fixa. « Pourquoi ne m'avoir jamais dit que vous étiez ingénieur ?» Léo haussa les épaules. « Parce que les gens entendent agent d'entretien et cessent d'écouter après. » Ces mots la frappèrent plus que toutes les critiques d'actionnaires. Brigitte, du salon, lança d'une voix claire. « Mon papa peut réparer n'importe quoi, même les cœurs. » Les 2 adultes échangèrent un regard troublé. 2 jours plus tard, Serena présenta au conseil son idée. Une révision complète et indépendante, dirigée par Léo Berger. Les réactions furent explosives. Charles Rodin frappa du poing sur la table. « C'est de la folie. Vous allez offrir nos secrets à un sous-traitant. »« Je préfère la vérité à un mensonge rentable, » répondit-elle froidement. « Une seule erreur et le contrat avec Beaumont s'effondre. Une seule erreur et c'est un crash, Charles. » Silence. Elle tourna la tête vers le chef de la sécurité. « Faites revenir Monsieur Berger. Il travaillera avec Madame Martel. » Charles pâlit. Il comprit qu'il venait de perdre son contrôle. Dans les jours suivants, Léo, Ariane et une petite équipe de techniciens commencèrent à fouiller les archives, les rapports, les journaux de maintenance. Chaque dossier ouvrait une plaie. Vie,
Capteurs, valves, tout semblait conforme, mais les marges d'erreur se répétaient. Un soir, Ariane murmura. On dirait des traces de sabotage discret. Juste assez pour passer les contrôles. Léo hocha la tête. Quelqu'un a voulu gagner du temps et de l'argent. Mais le temps, dans ce métier, finit toujours par se venger. 3 jours plus tard, lors d'un contrôle de routine, il aperçut un nouveau composant installé sur la conduite de carburant. Le marquage de couple était trop parfait, un signe clair de remplacement récent. « C'est faux », dit-il. Il ordonna l'arrêt immédiat du test. Mais Charles, alerté, arriva en furie. « Pas question. Tout est prêt, la presse, les investisseurs, Beaumont. Je vous dis qu'il y a eu une manipulation. Vous n'avez aucune preuve. » Serena entra à ce moment précis. Les 2 hommes se firent face. « Si je me trompe, dit Léo, il ne se passera rien. Mais si j'ai raison, on pleurera tous. » Elle prit une longue inspiration. Et d'une voix ferme, devant toute l'équipe, elle déclara. Arrêt du vol. Inspection immédiate. Le destin venait de basculer. Les techniciens se mirent aussitôt au travail. Le hangar, d'ordinaire si calme, résonnait de coups de clé et de chuchotements tendus. Léo, accroupi sous l'aile, sentait à nouveau cette odeur d'huile et de métal chaud, l'odeur des vérités cachées. Là, dit Ariane Martel, le souffle court. Sur l'écran de sa tablette, un code d'accès apparaissait, une intervention enregistrée à minuit, hors des horaires de maintenance. Identifiant, Rodin, C47. Le sang de Serena se glaça. Elle fixa l'écran, puis leva lentement les yeux vers Ariane. « C'est bien ce que je craignais » murmura-t-elle. Léo se redressa, essuyant ses mains pleines de graisse. « Ce n'est pas un accident. C'est une trahison. » Les données étaient claires, le fournisseur sous-traitant, SkyServe Industries, avait été choisi directement par le bureau de Charles Rodin. Plusieurs rapports d'incidents mineurs avaient été corrigés avant leur transmission au comité de direction. Des signatures falsifiées. Des alertes supprimées. Tout ça pour accélérer la production et gonfler les marges trimestrielles. Le soir même, la salle du conseil se transforma en champ de bataille. Charles, livide, tenta encore de défendre sa version. « C'est un malentendu. J'ai seulement cherché à préserver notre position sur le marché. » Serena posa un dossier épais devant lui, toutes les preuves réunies. « Vous avez mis des vies en danger pour quelques pourcentages de rendement. Vous croyez que la vérité fait vendre » hurla-t-il, la voix brisée. « Non, répondit-elle, glaciale. Mais le mensonge finit toujours par tuer. » Un silence de plomb tomba. Serena inspira profondément. « Monsieur Rodin, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Sécurité ?» 2 agents s'approchèrent. Charles se leva, tremblant de rage. « Vous détruisez tout ce que nous avons bâti. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Non. Je reconstruis ce que vous avez corrompu. » Les portes se refermèrent derrière lui. Le lendemain, le Noir Aéronautique publia un communiqué d'une transparence sans précédent. Un dysfonctionnement majeur a été évité grâce à l'intervention exemplaire de M. Léo Berger et de l'ingénieur Ariane Martel. L'entreprise s'engage à renforcer sa culture de sécurité et de responsabilité. Les marchés réagirent brutalement. Le titre perdit 12% dès l'ouverture. Mais à la clôture, il regagna 15%. Les investisseurs saluèrent le courage de la direction. Le public, lui, redécouvrit un mot oublié, intégrité. 2 semaines plus tard, la nouvelle démonstration du jet eut lieu, cette fois sous des protocoles renforcés. Dans la salle de contrôle, Léo observait les écrans, les mains posées sur les consoles. À ses côtés, Ariane vérifiait les signaux. « Tout est stable », dit-elle. Serena, dans la galerie, accueillait les représentants de Beaumont Global. « Nous ne cherchons plus à être les premiers », expliqua-t-elle calmement, mais à être les plus sûrs. Une petite alarme retentit, légère variation de pression. Personne ne paniqua. Serena prit le micro. Suspension du test. Vérification immédiate. Un murmure traversa la salle. Puis M. Beaumont, le PDG, se leva lentement et se mit à applaudir. Voilà, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle je signe aujourd'hui. L'applaudissement se propagea comme une vague. Léo, derrière la vitre, échangea un regard avec Serena. Pas de mots, juste une reconnaissance silencieuse. Ce soir-là, ils se retrouvèrent seuls dans le hangar, les réacteurs encore tièdes. Elle s'approcha lentement. « Vous avez changé ma vision de ce métier, » dit-elle. « Vous avez changé la mienne de l'humanité. » Un sourire passa entre eux, fragile, sincère. Le silence de l'immense hangar semblait les envelopper. Pour la première fois, Serena retira ses talons et posa ses pieds nus sur le sol froid. Pour sentir la terre, avant de vouloir conquérir le ciel, murmura-t-elle. Et Léo comprit que, pour elle, c'était une confession. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où la vérité avait explosé au grand jour. Dans les couloirs de Le Noir Aéronautique, quelque chose avait changé. Les regards étaient plus francs, les voix moins craintives.
Les employés n'avaient plus peur de signaler un doute, une erreur, une anomalie. C'était le fruit du nouveau programme de sécurité lancé par Serena et conçu par Léo, le projet SAFCOR. Chaque employé, du technicien au cadre supérieur, devait participer à des ateliers de communication et de sécurité. La vigilance ne dépend pas d'un titre, répétait Léo pendant les formations. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Le programme avait d'abord été accueilli avec scepticisme. Mais peu à peu, les résultats parlèrent d'eux-mêmes, moins d'incidents, plus de cohésion, plus de fierté. Les assureurs réduisirent les primes, les partenaires saluèrent la transparence. Et pour la première fois depuis longtemps, le noir aéronautique fut cité comme exemple de transformation éthique. Un soir, alors que tout le monde avait quitté les bureaux, Serena se retrouva seule dans le hangar. Elle s'avança lentement jusqu'à l'Aureline One, effleurant du bout des doigts la surface froide du métal. Elle sentit le silence la submerger, ce même silence qu'elle avait redouté toute sa vie, celui où l'on se retrouve face à soi-même. Derrière elle, une voix douce résonna. « Vous parlez à l'avion ?» C'était Léo, un dossier sous le bras, le sourire en coin. « Il écoute mieux que la plupart des gens, » répondit-elle. Il s'approcha, et leur regard se croisa. « J'ai passé des années à me cacher derrière la perfection, » dit-elle lentement. « Mais la perfection, c'est de savoir quand on a besoin d'aide. » Il posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes plus seul dans ce hangar ?» Ce fut un moment suspendu, pas de déclaration, pas de drame, juste deux âmes qui se comprenaient enfin. Les semaines suivantes, leur complicité devint évidente pour ceux qui travaillaient avec eux. Ils échangeaient des idées, partageaient des repas tardifs dans le bureau de contrôle, riaient de détails techniques comme d'anciens camarades de vol. Brigitte, la fille de Léo, vint un jour visiter les ateliers. Elle était fascinée par les turbines, les plans, les ingénieurs. « Tu sais, mademoiselle Lenoir, dit-elle d'un ton très sérieux, un avion, c'est comme une famille, si un seul boulon se sent mal, tout le monde tombe. » Serena éclata de rire. « Je crois que tu viens de résumer toute ma philosophie de direction. » Un an plus tard, presque jour pour jour après l'incident, un immense rassemblement eut lieu dans le hangar principal. Sous les projecteurs, un nouveau jet étincelait, le Brigitte One. Son nom n'était pas choisi au hasard. Serena s'avança sur la scène, vêtue d'un tailleur blanc. Sa voix trembla légèrement, mais pas de peur ou d'émotion. « Il y a un an, j'ai dit à quelqu'un qu'il ne méritait pas d'être ici. » Un murmure parcourut la foule. Aujourd'hui, je sais qu'appartenir à quelque chose ne dépend ni d'un titre, ni d'un salaire. Cela dépend du courage, de la loyauté, et de la foi qu'on place dans les autres. Elle désigna Léo dans le public. Ce jet porte le nom d'une enfant qui nous a rappelé qu'on ne répare pas seulement des machines. On répare aussi les cœurs. Les applaudissements éclatèrent, longs, sincères. Léo sentit sa fille serrer sa main. « Tu vois, papa, maintenant tu voles encore. » Après la cérémonie, Serena lui remit une enveloppe. À l'intérieur, un document officiel. Nomination, directeur de la sécurité et de la fiabilité, Monsieur Léo Berger. Il leva les yeux vers elle, stupéfait. « Vous êtes sérieuse ? » « Complètement, répondit-elle en souriant. « Je ne signe plus rien dont je ne sois pas sûr. »« Et vous, je suis sûr. » Il rit, ému. « Vous avez toujours le dernier mot. »« Pas toujours, répondit-elle doucement. « Parfois, je le partage. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Il n'y eut rien d'autre à dire. 2 ans avaient passé depuis ce matin où un simple employé avait couru vers le danger et changé le destin d'une entreprise entière. Le soleil d'été baignait les pistes de l'aéroport de Toulouse d'une lumière dorée. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait ni de tests, ni d'investisseurs. C'était une fête, la journée des familles de Lenoir Aéronautique. Des enfants couraient entre les avions, riaient, posaient des questions, griffonnaient des dessins d'ailes et de moteurs. Brigitte, désormais âgée de 9 ans, faisait visiter la salle de contrôle à un groupe de jeunes visiteurs. Et là, c'est le système SAFCOR ? Mon papa l'a inventé. Il écoute les avions, pour qu'ils ne se sentent jamais seuls. Les ingénieurs éclatèrent de rire attendris. Léo observait la scène, les bras croisés, un sourire tranquille aux lèvres. À ses côtés, Serena, non plus seulement la PDG, mais sa femme depuis 6 mois. Leurs alliances simples brillaient dans la lumière du hangar. « Tu réalises » murmura-t-il. « Quoi donc ? Tout ça n'existerait pas si tu n'avais pas écouté ce que tu refusais d'entendre. » Elle hocha la tête doucement. « Et rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas eu le courage de courir vers le feu. » Ils se regardèrent, silencieux. 2 mondes autrefois opposés désormais unis, le pouvoir et la modestie, la raison et la foi. Sur la piste, un nouvel appareil attendait son vol inaugural, l'Aureline SAFCOR avancée, surnommée par tous le Brigitte One. Le logo de Lenoir Aéronautique brillait sur le fuselage, mais en dessous, une phrase discrète avait été gravée. « Écoute. Fais confiance. Ramène-les tous à la maison. » Serena s'avança vers le micro, face aux employés réunis. « Ce n'est plus seulement une entreprise, dit-elle. C'est une famille.
Chaque personne ici, du stagiaire au directeur, est responsable de la vie de ceux qui volent. Aujourd'hui, nous prouvons qu'on peut atteindre les nuages sans perdre son humanité. Les applaudissements furent immenses, mais Léo resta silencieux, les yeux fixés sur le ciel. Le grondement des moteurs s'éleva, puis l'avion prit son envol, fluide, stable, parfait. Il sentit une bouffée d'émotion à pas d'orgueil, juste de gratitude. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur les pistes, Brigitte courut vers eux, brandissant un petit avion en papier. « Regardez » cria-t-elle. Elle lança le petit engin, qui monta en douceur, puis se posa entre eux. Léo le ramassa, sur l'aile, un message écrit d'une main d'enfant. « On vole mieux quand on écoute. » Serena serra sa fille dans ses bras, émue. « Elle a tout compris, dit-elle. » Léo sourit. Elle a appris de la meilleure. Ils restèrent là un moment, tous les trois, à regarder le ciel s'assombrir lentement, tandis qu'un avion rentrait au hangar, ses phares clignotant comme des battements de cœur. Des années plus tard, Brigitte Berger-Lenoir, devenue la plus jeune ingénieure en chef de l'histoire de l'entreprise, se tiendrait dans ce même hangar. Devant son équipe, elle raconterait l'histoire d'un homme qu'on appelait le concierge du miracle, et d'une femme qui avait appris à dire « j'avais tort ». Elle conclurait par ces mots. « Ce que mon père et ma mère m'ont transmis, c'est que voler n'est pas défier la gravité, c'est la respecter. Et écouter, c'est la première étape vers la sécurité. » Sur le tarmac, un nouvel avion s'élèverait dans le ciel rose du soir. Pas le plus rapide, pas le plus grand mais le plus sûr. Et dans le silence du hangar, une vérité résonnerait encore. Le plus grand exploit de l'aviation n'est pas de quitter la Terre, c'est d'y revenir ensemble.